Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, on reçoit pour vous votre député provincial de Laval-des-Rapides, Saúl Paulo. Bienvenue chez vous. On reçoit le député dans le vent, Monsieur Saúl Paulo. Ça va bien? Ça va bien, merci, Samiline. Et toi? Ça va super bien, merci. On est le plus jeune des députés? Non, pas vraiment. C'est mon collègue de Sainte-Rose, Jean Abel, qui est le plus jeune. En fait, aujourd'hui, maintenant, le deuxième plus jeune à l'Assemblée nationale. Ça doit être impressionnant la première fois qu'on entre à l'Assemblée nationale. Oui, très impressionnant. J'y avais déjà été en tant que bénévole très impliqué, président du parti. Mais d'arriver là comme élu, se faire assermenter, effectivement, c'est un honneur, c'est un privilège, effectivement. On va retourner en arrière. Oui. Parce que derrière le député, il y a un homme extraordinaire, puis on va en parler ensemble. Né en Colombie? Oui. T'es arrivé ici? J'avais 6 ans. En plein mois de février, 24 février. Et la région d'où ma famille provient, au mois de février, il fait à peu près 35 degrés. Choc culturel, c'est le cas de le dire. Oui, effectivement, effectivement. Est-ce que vous vouliez repartir? Ma mère, peut-être, mais moi, j'avais envie de jouer dans la neige parce que, bon, on n'a pas la connaissance du froid. On voit la neige. Non, ça vient une demi-heure après. Oui, exactement. Donc, on veut jouer dans la neige parce que j'avais jamais joué dans la neige de ma vie. Mais non, c'est pas un choix qu'on a regretté, tout le contraire. On a un parcours vraiment impressionnant parce qu'on est un homme, on est un petit gars engagé, oui, d'abord et avant tout. Oui. On parlera de l'homme après. Le petit gars engagé, c'est un passionné de vouloir aider. Bien, très jeune, oui. Bien, c'est clair que j'ai vécu le parcours comme beaucoup d'enfants d'immigrants, d'essayer, tout d'abord d'apprendre la langue, de s'accoutumer, d'aider nos parents aussi, parce que bien sûr, moi, dans mon cas, ma mère, ça lui a pris quand même un certain nombre d'années avant qu'elle maîtrise le français. Même encore aujourd'hui, elle a un fort accent. Je la taquine beaucoup avec son accent parce que quand elle dit « Ah, moi, dans mon pays », fait que je l'imite un peu beaucoup dans son accent. Oh, c'est mignon! Mais non, un peu au début, on essaie vraiment de plus s'accoutumer au Québec, que ce soit la société, le sport, le hockey notamment. Parce que de laisser la famille là-bas, oui, c'était que vous qui... Bien, initialement, c'était ma mère, mon frère et moi. Mon père est venu quelques années plus tard. Très difficile de séparer une famille. Effectivement. Et puis le reste. Nous, on habitait chez ma grand-mère, fait que j'avais tous mes oncles, mes tantes, ma grand-mère, c'est une grande maison. Donc, d'arriver ici, puis vraiment de s'ouvrir un chemin, puis de recommencer une vie ici, au début, c'était difficile, mais on n'en prend pas conscience lorsqu'on a 6-7 ans. À la rigueur, c'est même le fun parce que c'est différent, on se fait des nouveaux amis et tout ça. Mais avec le temps, on réalise effectivement qu'on s'est déraciné puis qu'on est venu ici pour s'enraciner. Puis avec les années, bien, le reste de la famille est venu. Aujourd'hui, j'ai ma grand-mère qui habite Laval, 2 tantes, j'ai des cousins, cousines, etc. Il rêvait à quoi, Saúl Paulo, quand il était plus jeune? En réalité, tu sais, à la maison, mes parents nous répétaient jusqu'à quel point le sacrifice puis l'effort et d'être parti de la Colombie pour revenir au Québec était important, puis que tout ce travail-là, tous ces sacrifices-là, bien, c'était fait aussi en grande partie pour nous, pour moi et mon frère. Et donc, quand on grandit, on a beaucoup ce sens de responsabilité de ne pas les laisser tomber. Et donc, que ce soit à l'école ou dans nos projets de vie, c'est beaucoup ça qui me faisait rêver. Puis, au fur et à mesure qu'on se construit un avenir, moi, j'ai fait mon éducation dans les écoles publiques, donc au tout début, on n'a pas conscience de comment on peut se faire un chemin ou vers où on peut aller, mais on a des rêves, puis on se dit, bon, bien, si je reste à l'école assez longtemps, bien, peut-être que je vais pouvoir avoir une carrière. Moi, à l'âge de 16 ans, lorsque j'ai terminé mon secondaire, je ne pensais pas me retrouver en politique 20 ans plus tard, là. Mais au tout début, c'était juste de passer au cégep, par la suite du cégep, de passer à l'université. Donc, c'est ce genre de choses-là. Puis, sans trop savoir, parce que je pense qu'on est tous comme ça, hein? Oui. Ben, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller. Ben, moi, j'ai choisi d'aller au DEC ou en fait au cégep en administration des affaires parce qu'en secondaire 5, j'avais adoré mon cours d'économie.
et d'initiation à l'économie. Et donc, c'est le seul cours. Je n'étais pas très bon en sciences, donc que ce soit physique ou chimie. Donc, on oubliait ça, les maths non plus. Mais l'économie, j'avais aimé ça. Donc, c'est ça qui m'a un peu dirigé sur ce chemin-là. Et puis, quand j'ai terminé mon cégep, c'était un peu le même parcours. Mes meilleurs amis qui sont un an plus vieux que moi se sont dirigés vers les HEC. C'est ça qui m'a amené aussi à postuler puis à me diriger vers les HEC. Donc, mon parcours, je l'ai construit au fur et à mesure que j'avançais sans nécessairement avoir de grandes ambitions, mais au fur et à mesure c'est comme des petites victoires qui m'aidaient à me motiver à dire, bon, ben là, j'ai complété le cégep, là, je peux me diriger vers l'université. Une fois que je complète l'université, là, je me dirige vers le marché du travail. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis construit. Ça s'est fait naturellement, graduellement, oui, naturellement. avec beaucoup d'efforts, parce que j'étais pas nécessairement le meilleur, un premier de classe, ou j'étais plutôt porté vers les sports quand j'étais plus jeune au secondaire. Puis au cégep, ben là, on se fait des amis, on sort un peu, etc. Donc, moi, disons, le cégep, j'en ai profité pour vivre un peu ma crise de post-adolescence. Mais par la suite, quand je suis arrivé à l'université, c'est là j'ai pris une certaine direction. Puis là, j'ai compris que j'avais vraiment une opportunité de me construire un avenir à ce niveau-là. On sert beaucoup son prochain, on sert ses proches. C'est quelque chose qui a tout le temps été extrêmement important pour vous. Beaucoup de bénévolat. Ça, c'est venu plus tard, oui. À partir de l'âge de 27-28 ans. C'est drôle parce que je suis issu d'une communauté, disons, aujourd'hui, je me définis comme Québécois d'origine latino-américaine, mais à l'âge de 27-28 ans, j'avais pas beaucoup de liens avec ma communauté d'origine. Et là où j'ai pris conscience que j'avais peut-être un rôle à jouer à aider ma communauté d'origine, c'est quand j'ai réalisé au début des années 2000 qu'il y avait vraiment une vague de gens originaires de l'Amérique latine, principalement de la Colombie, qui arrivaient ici et qui vivaient des frustrations dans l'intégration au marché du travail. Ils avaient l'impression d'être laissés à eux-mêmes. Exactement. Et dans mon cas, bien, je me considérais choyé. J'étais déjà sur le marché du travail, dans le secteur financier, puis j'avais des contacts également dans la communauté latino-américaine de gens de professionnels qui étaient bien établis et tout ça. Et donc, c'est ce souci-là, à ce moment-là, qui est né. Je me suis regardé puis j'ai dit, bon, mais moi, je suis choyé, je suis chanceux d'une certaine façon, j'ai travaillé très fort, mais je peux aider à travers mon expérience puis mon réseau de contacts ceux qui arrivent et ceux qui n'ont pas nécessairement cette même chance que moi. Et c'est de fil en aiguille que ça s'est développé à partir de cet âge-là. On a... Le déclic de la politique s'est fait comment pour vous? À peu près 2-3 ans que j'ai commencé à m'impliquer dans ma communauté d'origine. Quand j'ai compris, quand j'ai constaté, quand j'ai commencé à voir tout ce capital humain, tous ces gens, ces professionnels qui avaient de la misère à s'intégrer au marché du travail ou à se lancer en affaires, etc., c'est là que j'ai fait une réflexion, puis quelques rencontres également, puis j'ai eu une discussion avec mon père, puis je me suis dit, mais pourquoi pas porter cette voix-là à l'intérieur d'un parti politique? Puis dans mon cas, dès l'âge de 18 ans, j'ai toujours voté pour le Parti libéral du Québec. À l'époque, j'habitais sur la rive-sud de Montréal, et puis c'est là que sans vraiment avoir beaucoup de connaissances sur la dynamique politique, sur la démarche politique, j'avais 28-29 ans. J'ai pris ma carte de membre, j'ai appelé un ami qui était déjà impliqué, puis j'ai dit, bon, bien là, j'ai ma carte de membre, qu'est-ce que je fais? Et donc, pourquoi on a choisi un parti plus qu'un autre? Qu'est-ce qui fait qu'on s'administre un parti plus qu'un autre? Bien, à la base, c'est les valeurs. Donc, dans mon cas, je me suis toujours défini comme fédéraliste. Je voyais aussi les politiques et le discours du Parti libéral du Québec comme étant plus inclusif, effectivement. Un parti aussi qui a autant une responsabilité sociale, mais un souci aussi d'avoir un développement économique pour le Québec. Donc, cet équilibre-là entre le développement économique et la répartition de la richesse. Moi, ayant fait des études en finance et en commerce international, ce discours-là me parlait directement. Donc, oui, il y avait l'aspect fédéraliste, l'aspect inclusif, l'aspect de la diversité, mais il y avait aussi l'aspect du développement économique et de la répartition de la richesse. Est-ce qu'il y a une frustration quelconque quand il y a vraiment des sujets auxquels on tient, on veut faire des changements? On voit nos leaders qui essaient de faire les changements, puis on dirait que c'est comme une roue qui tourne. On vit ça comment? Parce on se fait un devoir de dire, ben je vais faire de mon possible pour que ça aille vraiment de l'avant. Puis souvent, on est impuissant, c'est ce que les gens se rendent pas compte, là. Donc, on vit ça comment? Moi, la frustration, disons, que je vis comme député, puis même avant ça aussi comme militant très engagé au sein du parti,
c'est que faire avancer les choses ou faire implanter des changements, ça prend du temps. Et ça prend toute une démarche, ça prend aussi des échanges, des discussions, etc. Mais c'est clair que quand les étoiles sont alignées, les choses peuvent aller plus vite. Tantôt, je vous présentais une jeune étudiante de Mont-de-la-Salle qui m'accompagne aujourd'hui comme députée d'un jour, puis c'est une des questions qu'elle m'a posées. Elle m'a dit, est-ce que ça prend autant de temps comme député à l'Assemblée nationale, comme des fois ça peut prendre autant de temps chez nous comme député au Parlement du monde? J'ai dit oui, des fois ça peut prendre du temps, mais c'est important parce que ça permet de regarder différents dossiers ou différentes problématiques sous différents angles. Mais une fois que les astres sont alignés, bien à ce moment-là, les changements s'opèrent plus facilement. Mais maintenant, ça, c'est les frustrations, mais il y a également, si on peut dire, des petites victoires ou en fait des gestes qui nous réconfortent avec la décision de faire de la politique et de représenter des citoyens. Et puis j'ai un cas très concret qui m'est arrivé dans la dernière année, puis qui est ressorti il y a quelques semaines. On aime ça, des cas concrets. Oui, oui. En fait, pas trop loin d'ici du studio, il y a une entreprise qui s'appelle IPS, Industrie Palette Standard. C'est un monsieur d'origine syrienne qui s'appelle Raed Béchara, que j'ai rencontré à travers un de mes attachés politiques il y a 1 an à la Chambre de commerce, qui m'a invité à visiter son entreprise. Et l'objectif de visiter son entreprise, c'était deux choses. Un, m'expliquer qu'il avait un défi de recrutement, donc un défi de main-d'œuvre. Mais deux, qu'il voulait donner la main ou qu'il voulait donner une opportunité aux nouveaux réfugiés syriens de se trouver un emploi. Et non seulement de se trouver un emploi, mais aussi d'obtenir des services de francisation en entreprise. Puis il y a 2 semaines à peu près, le téléjournal a fait un reportage à la télé. Ils sont allés sur place et ils ont interviewé non seulement le président de l'entreprise, mais les 12 employés réfugiés syriens à Laval qu'il a embauchés depuis 1 an et qui travaillent encore avec lui. Et ça, suite à cette rencontre qu'on a faite il y a 1 an, mon équipe, on l'a mis en contact avec Emploi Québec, on l'a mis en contact avec le ministère de l'Immigration. Et donc, ce geste qu'on a posé il y a 1 an sans savoir si ça allait porter ses fruits ou pas, mais 1 an plus tard, ça fait la différence pour 12 familles de réfugiés lavalloises qui, justement, aujourd'hui, non seulement ont une opportunité de travail, mais aussi une opportunité d'apprendre le français en entreprise. Ce qu'on trouve vraiment superbe, d'ailleurs, c'est toujours des bonnes nouvelles. Mais j'ai la petite fibre qui est très à la maison qui dit, bien, on fait quoi avec les gens d'ici? On les aide comment à progresser? Bon, on fait beaucoup. Quand on analyse, par exemple, tout le travail qui a été fait pour stimuler l'économie, la croissance des emplois, la création d'emplois, mais également, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour notre système d'éducation, OK, pour stimuler nos jeunes, non seulement à poursuivre leurs études, mais également... Leur donner un pourquoi. Exactement, à persévérer, puis surtout leur créer des opportunités pour qu'une fois qu'ils terminent leurs études, ils comprennent qu'ils ont fait ce sacrifice-là de rester à l'école, mais qu'ils ont des opportunités de travailler non seulement dans la grande région de Montréal, mais ici même à Laval. On fait ça aussi pour notre système de santé, pour améliorer l'accessibilité, pour améliorer les soins, pour prendre soin des plus démunis, puis également de nos aînés. À la fin de la journée, c'est un travail global, c'est un travail qui se fait sur plusieurs fronts. Et nous, dans mon cas comme député, on reçoit quotidiennement des citoyens qui vivent des situations déplorables et qui font appel à nous. Des fois, c'est des situations de santé et sécurité au travail. Des fois, c'est des situations avec la DPJ, etc. Et c'est là qu'on comprend qu'on a un rôle à jouer, un rôle très important à jouer pour changer le quotidien de ces personnes-là de façon très précise ou de façon très globale également. On a beaucoup sur notre plan au niveau des horaires quand on est député. Oui. On gère ça parce qu'on est à 2 places souvent. Oui. Donc, évidemment, on se doit d'avoir une équipe fantastique pour nous appuyer. Il faut être un bon leader pour que, justement, l'équipe fantastique puisse faire ce qu'elle a à faire, la magie qu'elle a à faire pendant qu'on est ailleurs. On sépare ça comment dans votre cas? C'est pas toujours évident. Moi, je suis marié, j'ai un petit garçon de 8 ans. La conciliation travail-famille, c'est pas toujours évident. Quand on a une vocation comme la vôtre, oui, effectivement. Oui, parce que moi, je suis le genre de personne, j'ai toujours été motivé par le contact avec les citoyens, par le contact avec les gens, d'être sur le terrain. Oui, c'est à la fin de la journée, puis là, on est dans la période de l'année la plus occupée, où on se fait inviter. Je vous donne un exemple. Hier, jeudi, j'avais 8 événements entre 9 h le matin et 9 h le soir.
Et donc, moi, ces gens quand j'arrive à la maison et que j'ai rencontré tous ces gens-là dans la journée, que je les ai salués, je leur ai souhaité joyeuse fête, je les ai écoutés avant tout. C'est ça un peu l'adrénaline qu'on recherche également. C'est ça qui nous ressente, c'est ça qui nous enracine avec la vraie vie d'un député. Maintenant, le travail qu'on fait à Québec, le travail parlementaire est très important, c'est aussi un rôle important, mais on est à Québec pour porter la voix des citoyens de chez nous, de notre circonscription. À partir de là, c'est clair que l'équilibre est difficile, c'est pas toujours évident. Comme je l'ai dit, moi, ma femme, elle me soutient énormément. C'est pas toujours facile, je le reconnais, puis je lui dis merci parce que, surtout dans les fins de session, comme la semaine dernière, où on a terminé à 5 h du matin le samedi, parce qu'on a eu une session extraordinaire le vendredi au samedi, et qu'on arrive et qu'on a 2 événements le samedi, 3 événements le dimanche, etc. Qu'on peut pas canceller, là. Non, les citoyens s'attendent à nous voir. Ma femme a déjà confié que des fois, elle se sent comme une mère monoparentale. Et là, on se regarde dans le miroir et on se dit, OK, pourquoi on fait ça? Et donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est d'être capable de se dire, OK, bien, il y a des moments plus intenses, puis il y a des moments où il faut être capable de décrocher, puis se recentrer vraiment sur ce qui est important dans la vie. C'est notre famille, c'est notre entourage, et c'est d'être capable de passer ces moments de qualité avec nos êtres les plus chers. Maintenant, on a aussi des responsabilités, et ces responsabilités-là, bien, on les assume en équipe. Moi, je suis chanceux, j'ai une équipe très jeune, très dynamique aussi, très imaginative et très... À votre image? Bien, je le pense également. Ça me permet aussi, des fois, de me remettre en question. Parce que des fois, on peut agir aussi d'une certaine façon. Moi, ça fait 11 ans que je suis en politique, malgré que ça fait juste 2 ans et demi que je suis député. Puis des fois, on prend un pli. Vous savez, on prend un pli parce qu'on est dans une famille politique, parce qu'on voit les gens ou les collègues... On n'est pas à l'abri d'être confortable. Exactement. On prend un pli de faire certaines choses d'une certaine façon. Et quand on a des plus jeunes, moi, la moyenne d'âge de mon équipe, à part moi, elle a moins de 30 ans. Des fois, elles peuvent nous challenger ou nous remettre en question, nous dire, bien, tu sais, Saoul, ce dossier-là, je l'aurais géré autrement. Ou cette capsule d'information ou tel sujet ou ce message qu'on souhaite communiquer aux citoyens, je le présenterai autrement. Et ça, c'est important. Parce que des fois, on peut tomber un peu dans une bulle, OK? Ou dans une routine. Et donc... Tout à votre honneur, parce qu'un leader se doit d'être justement un bon étudiant. Oui. Oui. Puis faire la politique aujourd'hui en 2016, c'est très différent de faire la politique en 2006, quand moi j'ai commencé, quand je voyais les collègues. Puis je le vois aussi à travers des collègues qui sont en politique depuis très longtemps, qui sont habitués à faire les choses d'une certaine façon. Puis là, aujourd'hui, ils sont un peu déstabilisés aussi de la façon comment les réseaux sociaux changent notre façon de faire, comment les médias aussi nous interpellent d'une certaine façon, ou même les citoyens. Nous interpellent d'une certaine façon, ou comment le message de notre part est communiqué ou comment il est interprété également. Ça change comment au niveau des réseaux sociaux pour vous? Bien, c'est la proximité. C'est la proximité, c'est ce sentiment des citoyens de sentir qu'ils peuvent interpeller leurs élus à n'importe quel moment. Ils peuvent aussi les corriger. Prenez le cas de M. Paradis, qui, selon moi, avait une très bonne intention de faire une vidéo pour souligner justement le travail qui se fait ou qui devrait mieux se faire auprès des plus démunis, mais malheureusement, le message a mal passé. Donc, ça prend aussi cette tournure-là où les citoyens peuvent... Moi, j'ai des citoyens qui m'écrivent à 10 h le soir ou le samedi ou le dimanche, puis je leur réponds. OK? Ou je leur donne les coordonnées du bureau pour qu'ils nous rappellent en temps et lieu. Donc, c'est cette accessibilité. Donc, les gens veulent non seulement nous voir sur le terrain, mais veulent être capables de nous contacter à n'importe quel moment. Puis vice-versa. Donc, il faut que ce soit bidirectionnel. Il faut que ça aille dans les deux sens. Donc, pour ma part, j'essaie d'utiliser les réseaux sociaux aussi pour faire la pédagogie, pour expliquer aux gens pourquoi certaines actions, certains projets de loi, certains enjeux sont importants pour moi, sont importants pour la population. Et donc, c'est une façon de les informer, mais c'est aussi une façon, vice-versa, de reprendre certains enjeux. Je vous donne un exemple. Un enjeu comme le Boisier du souvenir, qui est un enjeu important pour un groupe de citoyens dans ma circonscription. Mais j'ai pris cet enjeu-là, puis là, j'essaie de l'exposer au plus grand nombre de citoyens dans ma circonscription. Ça, c'est un autre exemple. D'avoir le pouls tangible, dans le fond. Oui, exactement. Mais il ne faut jamais oublier, les réseaux sociaux, c'est un moyen, mais à la fin de la journée, la politique, c'est une personne, c'est un contact individuel par personne.
il ne faut pas non plus penser que parce qu'on est présent sur les réseaux sociaux qu'on peut se libérer de notre responsabilité d'être présent sur le terrain puis d'aller à la rencontre des citoyens. Ça, c'est la base. Non, parce qu'ils sont à l'affût, ils le regardent. Quoique, quelquefois, c'est vrai que ça peut avoir une tangente vers la chasse aux sorcières, ce qui est un petit peu l'arme à double tranchant là, des réseaux sociaux. Mais je pense qu'en quelque part, les gens sont plus à l'affût de vraiment bien s'informer. Totalement. Et c'est le but d'ailleurs aussi de notre émission pour leur donner vraiment un aspect global des personnes en arrière des titres des politiciens. Exactement. Ce qui est très important. Vous parliez des dossiers. Est-ce que on va parler d'abord des délimitations de votre comté? Bien, Laval-des-Rapides, c'est simple. C'est l'autoroute 15, l'autoroute 440, l'autoroute 19 et la rivière des Prairies. Donc, c'est une circonscription qui a à peu près 55 000 électeurs. Donc, c'est une population plus grande que 55 000, mais c'est 55 000 électeurs à l'intérieur de cette circonscription-là. C'est quoi Est-ce que vous avez les chiffres Les chiffres... pour les citoyens qui sont dans ce comté-là? On a les chiffres du nombre d'électeurs, parce que c'est les chiffres qu'on utilise le plus, effectivement, à ce niveau-là. C'est vraiment deux quartiers, le quartier Pont-Vieux puis le quartier Laval-des-Rapides. D'après vous, pourquoi les gens ne vont pas voter? Je pense que, clairement, c'est une responsabilité pour les élus, pour la politique. Des fois, le message est mal communiqué, même si les intentions sont bonnes. Des fois, le message est mal véhiculé, est mal expliqué de notre part. Je pense qu'il faut faire un certain mea culpa à ce niveau-là. Autant au niveau du message, puis autant au niveau des actions à ce niveau-là. Je vous donne un exemple, l'éducation. Moi, je l'ai dit récemment dans une chronique dans le Courrier Laval, je reconnais, puis notre premier ministre aussi l'a reconnu. On a passé 2 ans à parler de structure, de débat sur les structures. Est-ce que les commissions scolaires devraient rester? Est-ce qu'elles ne devraient pas rester? Est-ce qu'elles devraient être fusionnées ou pas? Finalement, cette année, on a un nouveau ministre, M. Proulx, qui a décidé de mettre l'emphase, avec le soutien du premier ministre, mettre l'emphase sur la réussite scolaire. Donc, pendant 2 ans, les parents nous l'ont dit, les enseignants nous l'ont dit, les directions scolaires nous l'ont dit. C'est très lourd pour les étudiants en ce moment. Et ça a été un poids, ça a été un stress qui a été mis sur le réseau de l'éducation, sur les écoles. Moi je l'ai constaté. Les parents qui s'organisaient pour dire « sauver mon école publique » dans mon comté, ils l'ont fait, puis je le respecte. Et je les ai invités à venir me rencontrer au bureau. Maintenant, je suis également satisfait du changement de discours. On s'est dit, on va arrêter de parler des structures, puis on va parler vraiment de ce qui est important, la réussite des jeunes, la réussite scolaire. OK? Et aussi un certain réinvestissement. Donc, à la fin de la journée, ce qui est important, là, c'est est-ce qu'on met toutes les conditions nécessaires pour que nos jeunes persévèrent, réussissent et justement réussissent à se construire un avenir qui va venir justement soutenir le travail qu'on fait, nous, les plus vieux, les plus âgés, au niveau du secteur du travail. C'est vrai, là, on parle de l'éducation, puis j'ai beaucoup de neveux et nièces. C'est tellement pesant ce qu'ils ont à rapporter à la maison. J'ai des copines qui finissent de travailler leurs 8 heures, 10 heures en ligne. Ils arrivent à la maison, il y a un paquet de devoirs. On dirait que les enfants sont demandés d'être des adultes avant leur temps. Donc, on va mettre quelque chose en place pour ralentir tout ça? Bien, en fait, ce qu'on est en train de mettre en place... Ou décharger plutôt? Bien, en fait, ce que M. Proulx est en train de mettre en place, c'est vraiment une consultation pour s'assurer qu'on a la participation de tous les partenaires à ce niveau-là, qu'on met l'emphase sur la réussite et surtout qu'on se donne les moyens à ce niveau-là. Donc, c'est plus le même discours qu'on avait il y a 2 ans. Et ça, il faut le reconnaître. Ça fait du bien. Ça fait du bien et je dis merci également aux parents qui se sont mobilisés, aux corps enseignants, aux professionnels. Merci. C'est un travail d'équipe. Parce que je constate, en fait, je concède que ce changement de discours, c'est aussi une reconnaissance que peut-être nos priorités à ce moment-là n'étaient peut-être pas mises au bon endroit. Mais maintenant, moi-même, je suis soulagé en tant que parent de voir qu'on met l'emphase sur vraiment ce qui est prioritaire, ce qui est important. Étant père d'un garçon qui a aussi, moi je l'ai constaté, tantôt on parlait là, peut-être de situations plus personnelles, j'ai vécu, et surtout ma femme en a vécu, comment à la maison on peut vivre les difficultés des fois d'apprentissage. Et je le vois, j'ai rencontré une directrice d'école à l'école Saint-Julien cette semaine qui me disait un des plus gros défis qu'ils ont, c'est ils constatent qu'ils ont des enfants avec des difficultés d'apprentissage, mais les ressources ne sont pas là pour les diagnostiquer, pour par la suite mettre en place un plan d'intervention.
Moi, ça m'est arrivé à la maison. Mon garçon est TDAHI. OK? Mais c'est clair que j'ai certains moyens qui m'ont permis rapidement d'adresser la problématique, d'aller voir une psychologue, etc. Et par la suite, de rapporter ce rapport-là à l'école pour mettre en place un plan d'intervention. Mais je suis conscient que ce n'est pas le cas de beaucoup de familles dans ma circonscription. Alors moi, ce message-là, lorsqu'une directrice comme Mme Sirard me le partage, m'explique les problématiques qu'elle voit dans son école avec des élèves qui viennent de milieux défavorisés et qui me le démontrent, mais moi, ce message-là, dans un contexte de consultation comme le fait actuellement le ministre Proulx, mais moi, je rapporte ce message-là par la suite avec des exemples concrets. Oui, c'est vrai que les directions d'école, les commissions scolaires font ce travail-là de représentation, mais moi, comme élu, lorsque le ministre Proulx termine sa consultation et revient voir les membres du gouvernement, le caucus, les ministres, le premier ministre, c'est là que moi, je me lève et que je partage ce message-là, pas seulement comme père, mais surtout comme représentant de familles démunies qui n'ont pas nécessairement ce privilège-là que j'ai eu avec mon garçon et qui justement, n'ont pas cet accompagnement-là nécessaire. Et c'est notre responsabilité de l'entendre, ce message-là, et d'agir en conséquence également. Merci beaucoup de votre générosité. C'est déjà la fin, donc je vais vous donner le mot de la fin pour vos concitoyens. Je vous invite à revenir nous parler. On va avoir tellement à se jaser des dossiers qui sont en cours en ce moment. Moi, mon message, en fait, c'est pour les citoyens. C'est de vous approcher de notre bureau de comté, de venir me voir non seulement au bureau, mais également sur le terrain quand vous allez m'interpeller. C'est important pour moi de me ressourcer à travers vos commentaires, vos idées, vos suggestions et pouvoir m'aider à accomplir mon travail comme député, qui est de vous représenter à l'Assemblée nationale et de porter ce message-là auprès de mes collègues ministres, mais surtout auprès du premier ministre. Alors, merci pour votre confiance et au plaisir de se revoir à Laval-des-Rapides et Pont-Vieux au cours de l'année 2017. Sao Paulo, merci. Avec plaisir. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission à votre image. Bienvenue chez vous. Vous savez que cette émission est en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.